Concernant la vente du Hametz, il arrive, surtout si l'on est commerçant, que l'on ait une grande quantité d'aliments Hametz dans son domaine avant Pessah. Alors dans ce cas-là, si l'on n'est pas dérangé à l'idée de perdre ce Hametz, on peut évidemment le détruire ou même le donner en cadeau à une personne non juive parce que non, contrainte par les règles de Pessah. Et au contraire, ça lui fera plaisir. Si vous pouvez faire cadeau du pain, des gâteaux ou des pâtes à votre voisin non juif ou à la femme de ménage qui travaille chez vous, vous faites plaisir en plus de ça, ça vous permet de vous, vous séparer du Hametz. Donc c'est la meilleure façon. S'il n'y a pas d'autre manière que de le détruire, alors c'est ce qu'on fera. Maintenant, si l'on ne veut pas en perdre la valeur, on parle notamment de celui qui aurait une quantité mais très très importante, énorme. Alors dans ce cas-là, on peut le vendre avant Pessah à une personne non juive et on procède de cette façon. On demande à un non-juif qui est digne de confiance, évidemment, d'acheter le Hametz, sa pleine valeur, et d'en payer une avance. C'est ce qu'on fait. En principe, les rabbins qui sont mandatés pour les fameux papiers de vente du Hametz, c'est ce qu'ils font. Ils sont mandatés, ils ont plusieurs pouvoirs, comme nous-mêmes nous le faisons. La semaine prochaine, vous aurez tous la possibilité d'avoir ce papier si vous le souhaitez. Et comme je vous le dis chaque fois, si on peut se débarrasser du Hametz, c'est beaucoup mieux, et même ne procéder à aucune vente. Mais si vraiment la quantité est importante et qu'il y a lieu de procéder à la vente pour ne pas posséder du Hametz pendant Pessah, dans ce cas-là, il faut effectivement faire la vente qui n'est pas que symbolique, elle est vraiment réelle. Ce faisant, on convient avec lui la clause suivante. S'il souhaite le revendre après Pessah au juif auquel il appartenait, celui-ci lui remboursera non seulement l'avance qui a été donnée avant, et il lui rachètera le Hametz, pour que, en fin de compte, le non-juif, il en tire un bénéfice. Sinon, à quoi ça sert? Si vous lui dites, bon, tu fais une avance de, je sais pas moi, de 150 euros ou de 1000 euros, et que vous lui donnez, 1000 euros qui constituent l'avance. Mais qu'est-ce que, donc le gars, c'est complètement, c'est faux, quoi. On voit bien qu'il a fait ça que pour vendre service. Ça marche pas. On ne peut pas faire ça. Il doit vous l'acheter, en tout cas en partie, donc il fait une avance. Et si après, il veut effectivement racheter, ce qui est en principe souvent le cas, dans ce cas-là, alors nous, on va lui racheter après Pessah, le fameux Hametz, mais on devra lui acheter beaucoup plus cher que l'avance qu'il a fournie. C'est logique. Non seulement il faudra restituer la fameuse avance, mais en plus rajouter une quantité d'argent respectable pour que le gars il dit ouais, génial, qu'il ait fait une affaire. Et c'est comme ça que l'on procède d'ailleurs. De sorte que la personne non-juive, évidemment, n'y perdra absolument rien. En effet, bien que le non-juif n'ait pas intérêt à utiliser ce Hametz, celui-ci passe dans son patrimoine, il en fait ce qu'il veut. Et puisque du point de vue juridique, la vente, elle passe dans son patrimoine, eh bien, elle se fait conformément aux règles du droit toranique et avec le plein accord du vendeur pour livrer le Hametz au non-juif si celui-ci l'exige. C'est-à-dire si le gars a envie de se servir, mais il peut se servir. Dès lors, le juif ne commet pas, par le biais de ce Hametz, l'interdit consistant dans le fait que du Hametz puisse être vu ou trouvé dans son domaine. C'est plus son domaine. Il a loué le domaine. Et le Hametz ne lui appartient plus à lui, il appartient au non-juif. Vous avez compris ou pas? En tout cas, afin que l'on n'en revienne pas à manger, ne serait-ce par erreur, de ce Hametz qui a été vendu, alors il faut bien sûr l'enfermer à clé dans une armoire ou le coller sur la porte de l'armoire ou une étiquette où sera bon d'écrire Hametz vendu. Ça, c'est pour ceux qui font ça dans les placards, etc. Là aussi, nous, on n'a jamais fait ça. Il n'y a pas l'once d'un Hametz pendant Pessah chez nous. Rien, du tout. Pas de Hametz. Seule chose qu'on est autorisé à garder pour ne pas non plus le jeter, c'est si quelque chose est kasher, il est même kasher les Pessah, a priori, mais il a été consommé pendant la période Hametz. Alors nous, on a une khumra que quelque chose qui a été consommé alors qu'on mangeait du Hametz, même si évidemment il n'y a pas de Hametz à l'intérieur, on n'y touche pas pendant Pessah. On a le droit, ce truc-là, de le mettre dans une armoire, de le bloquer et de le reprendre après Pessah. Mais là, il n'y a même pas besoin de le vendre, puisqu'il est pas Hametz. Il est juste pas caché les Pessah, pas de problème. Vous avez compris la différence. Il est recommandé, évidemment, de prendre part à la vente du Hametz, car certains produits alimentaires sont douteux.
Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le fait, par exemple, pour nous de ne faire aucune vente de Hametz, c'est parce qu'on sait exactement à quoi on a affaire. Il y a quand même parmi le secteur de l'agroalimentaire de plus en plus de produits qu'il appelle, le Rav ici, des produits douteux. Ça veut dire quoi des produits douteux? Ben, c'est comme les gens, il y en a qui sont douteux, ils ne sont pas clairs. Vous les voyez, ils ont l'air sympathiques, souriants, et puis tout d'un coup, poum, vous apprenez quelque chose, wow, c'est pas possible. C'est zarbi, quoi, c'est un peu douteux. Mais il y a des produits, apparemment, waouh, et tout d'un coup, vous apprenez que dans ce produit-là, il y a des trucs de blé, des trucs... Ou alors qu'il y a eu un mélange. Alors. Je me souviens à une époque, il y avait un gros scandale, c'est même pas le rabbinat qui l'avait fait, c'était une chaîne de produits halal, musulmans, où ils se sont rendus compte, je ne vais pas parler ici de la marque pour ne pas faire non plus de mauvaise publicité, mais dans une marque bien définie, ils s'étaient rendus compte que les légumes qui étaient dans les boîtages à l'étuvée, ce qu'ils appelaient donc bouillis dans l'eau, qu'en fait, ils étaient bouillis dans une eau qui était elle-même de l'eau de trempage de plats cuisinés à base de viande. Vous vous rendez compte? Et c'est Dafka, un musulman qui s'en est rendu compte, c'est assez rare, de cette chaîne de... Et il était tellement comme un ouf, il est allé voir le gars du Bédine, il lui dit, mais t'étais au courant? Le gars du Bédine, mais pas du tout. Mais t'es sûr? T'es certain? Ça m'étonne. Le gars du Bédine, il est allé, il a vérifié, il a vu que c'était vrai. Du coup, et chez les musulmans, alors n'en parlons pas au Bédine de Paris, ils ont interdit la totalité des produits. Évidemment, le gars, il a tellement... le proprio de la marque, qui est une des plus grandes marques connues de boitage de légumes, il a définitivement, pour prouver sa bonne foi, il a dû refaire dans les statuts de la société ou dans les, je sais pas comment ils appellent ça, le cahier des charges, de s'interdire désormais de jamais mettre quelque jus que ce soit qui soit autre que naturel du légume et jamais d'aucun mélange. Et c'est à cette condition qu'ils ont réaccepté d'être sous contrôle. Mais vous voyez que il aura fallu que quelqu'un se rende compte pour qui est-ce qui aurait imaginé que lorsque vous achetez des petits pois ou des haricots verts qui sont à l'étuvée, qui sont, comment on appelle ça, non traités, non cuisinés, qui a de la viande, un jus de viande là-dedans. Vous vous rendez compte le scandale? C'est pour ça que les personnes qui sont pieuses font toujours très attention et tiennent compte de toutes les certifications sérieuses de cache-route, que ce soit le Bédine ou même d'autres, dès le moment où elles sont sérieuses. Et s'il y a le moindre problème, ben, ils n'hésitent pas à rechercher et à remettre en cause. C'est comme ça. C'est comme ça quand on est sérieux dans le domaine de la cache-route. On reparlera de cela quand on parlera de la cache-route. En tout cas, la vente du Hametz, comme on vient de l'expliquer, si on ne s'est pas débarrassé totalement de tout Hametz, il est bon de procéder à cette vente, y compris les produits qu'il appelle ici douteux, dont on ne connaît pas exactement l'origine du contenu de certains produits de base. Les produits, n'est-ce pas? On procède de cette manière, on demande à une personne donc d'en payer le prix. On a dit que après cette vente du Hametz, il se peut qu'un peu de Hametz y soit mêlé. Et il ne convient pas de les perdre à cause d'un tel doute. Donc, d'un autre côté, il n'est pas possible de les laisser chez soi, ces fameux mélanges, de crainte qu'ils contiennent effectivement du Hametz. Par conséquent, là où il y a doute, on les inclut dans la vente du Hametz et l'on échappe ainsi à toute forme de doute. La vente s'accomplit par le biais de rabbanim, de rabbins qui reçoivent du vendeur un pouvoir juridique de vendre son Hametz. Il existe de nombreuses organisations rabbiniques par les biais desquelles on peut vendre son Hametz sur l'Internet. Vous avez la liste du consistoire, vous avez notre propre liste ici. Elles sont toutes valables. Ce sont des rabbanim sérieux qui s'en occupent. Et donc, il y a lieu de procéder à la vente du Hametz. On va parler à présent d'un sujet intéressant qui est aussi bien en rapport avec Pessah qu'avec la cache-route. Il s'agit de la cachérisation des ustensiles.